C'est fabuleux. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Allez, c'est parti. La semaine dernière, on l'a donc dit, sur le PGA Tour, Ted Potter s'est imposé à Pebble Beach. Alors, Ted Potter, c'est 1m78 pour 91 kg. Et sur le Tour européen, c'est Kiradech Happy Barnrat qui remporte le Super Six. Happy Barnrat, c'est 1m72 pour 102 kg. De beaux bébés, comme on dit, qui posent forcément une question. Alors, est-ce qu'il faut forcément être un athlète pour performer ? Là, a priori, non. Arnaud ? A priori, non. On en a eu la preuve ce week-end. Après, pour performer sur la durée et pour s'installer parmi les meilleurs joueurs du monde dans les 10 premiers mondiaux, il n'y a pas de gabarit comme ça, en tout cas actuellement. Est-ce que justement c'est ça qui fait un peu la beauté du golf, pour pouvoir gagner un tournoi même en n'étant pas une bête de physique, comme on dit, Martin ? Ouais, bah bien sûr, c'est ce qui fait le côté assez génial de ce sport. Mais après, je mets des petits hauts là sur le côté, on va dire évidemment athlète. Alors oui, si on entend par athlète un gars qui est taillé fantastique, genre Dustin Johnson ou ce genre de truc, là oui, c'est sûr que Kiradech Happy Barnrat, ça fait un peu tâche là-dedans. Après, faut pas oublier que pour être un golfeur de haut niveau et être un bon golfeur, il faut de la puissance explosive, il faut de l'adresse, il faut de l'équilibre. Et Kiradech Happy Barnrat, il a tout ça, quoi. Il est excessivement souple, ce bonhomme. Il suffit de le voir swinger. On n'a pas l'impression qu'il fait 102 kilos quand il swing le club. Il le swing de façon assez libre, assez explosive, assez. C'est physique dans le mauvais sens du terme, j'ai envie de dire, un peu physique des années 80-90. Johanna, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ces deux beaux bébés qui ont gagné Moi, ça m'agace. Je déteste voir des gros gagner parce que ça donne une les mauvaise joueurs image. ou joueuses, ouais, déjà ça donne une pas mauvaise une bonne image, ouais. parce que j'en ai marre d'entendre le golf c'est pas un sport. Donc quand on voit des gens comme ça, ou par exemple le podium féminin au JO, franchement ça m'agace parce que moi et d'autres filles et d'autres mecs, comme la plupart de nos Français, on se fait violence à la salle de gym, on fait attention à ce qu'on mange. On a franchement une discipline à ce niveau-là qui est sérieuse. Et donc quand on voit des gars comme ça qui s'empiffrent de burgers et de compagnie, de n'importe quoi, et qui mettent pas un pied à la salle de gym quasiment, franchement, ça m'agace. Ouais, on voit d'ailleurs Andrew Johnson, lui, a fait carrément une marque de fabrique de cette corpulence. Je crois qu'il a même un contrat avec un... Sponsorisé par Arby's, ouais. une marque de burger, machin. Bon, après, on parle là d'un bonhomme qui a, entre guillemets, pas fait grand-chose, même si c'est évidemment un très bon joueur du Tour européen. Mais pour revenir à ce genre de joueur un peu atypique au niveau physique, je pense à Miguel Jiménez. Miguel Jiménez, c'était un joueur, cigare, bidon, bière, machin, vin, Ferrari et tout le petit quanti. J'ai eu Jiménez, il passe du temps. Il est pas aussi gros quand même. Et on le voit souvent sur le practice, le stretching. C'est pas un athlète au sens morphologique du terme quand on le voit sur un practice ou sur un parcours de golf. C'est quand même l'anti-sportif, sauf que quand on le voit à la salle de sport, parce qu'il y passe beaucoup de temps. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Johanna, et ça c'est clair et net. Moi j'avais eu le privilège de le voir s'entraîner à Dubaï il y a 2-3 ans, parce que je suivais Alex Lévy à l'époque sur cette notion de prépa physique. Et c'était impressionnant ce qu'il arrivait à faire, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément que de la puissance brute ce que demande le golf, c'est beaucoup de souplesse, beaucoup de coordination, beaucoup d'équilibre. Et Jiménez là-dessus, il est machinal, machinal. Pour rebondir sur ce que vous dites, Martin, on va écouter justement Thomas Levé qui nous parle de Happy Barnrat et de ses 102 kilos. Alors Happy Barnrat, athlète ou pas, Thomas Levé va nous donner son avis. Tu prends Happy Barnrat là il y a 5 ans et tu le prends maintenant, tu vois que le gars il a travaillé. C'est-à-dire que c'est un gars qui est arrivé avec des qualités naturelles. Un mec, il est hyper costaud, c'est un peu le pilier de rugby, tu vois. Il est hyper costaud et donc il a joué avec ça au début, avec sa force. Et il s'est rendu compte que pour être au plus haut niveau, il faut encore pousser un peu plus loin. Donc il s'y est mis. Est-ce que l'habit ne fait pas le moine pour Kiradech alors justement ? C'est exactement ça. Et ça me fait plaisir qu'un Thomas Levé qui connaît quand même 2-3 trucs en golf et en haut niveau corrobore un peu ce qu'on raconte. Et moi je rebondis encore une fois sur ce que disait Arnaud en tout début d'émission.
le côté athlétique du golfeur aujourd'hui, c'est ça qui le fait durer, au sens athlétique du terme, c'est-à-dire les mecs qui se préparent, les nanas évidemment, pardon Johanna, qui se préparent vraiment à la salle et qui sont des vrais athlètes, quoi, deux vrais athlètes. Et il n'y a pas un mec du top 10 mondial aujourd'hui, même du top 20, qui n'est pas un athlète de très très haut niveau et qui n'est pas capable de courir le 100 mètres en moins de, je sais pas, 12 secondes ou 11 secondes et qui ne va pas à la salle 6 fois par semaine à son pied des poids dans tous les sens. Qui sont capables de durer, ça c'est encore autre chose. Hein. Quand on voit Tiger Woods ou quand on voit McIlroy ou quand on voit Jason Day, on a un peu de doute quand même justement, est-ce qu'ils en font pas trop Alors justement, est-ce que maintenant l'époque des John Daly, Craig Stadler, Lee Westwood, même à ses débuts qui étaient assez bouboule, ou même Darren Clarke, est-ce que c'est totalement révolu, Johanna, cette époque? De plus en plus, ouais, on va en voir de moins en moins et ouais, non, je pense que là, la place du fitness est devenue hyper importante. Et qu'est-ce qui a donné ce basculement dans la place du fitness très importante? C'est Tiger Woods peut-être dans ces années quand il est arrivé? Ça a commencé avec Gary Player et ensuite Tiger Woods parce qu'il a tellement dominé et on a eu les aperçus de ce qu'il faisait à la gym et il avait parlé un peu à l'époque de combien de temps il passait à la gym et c'est vrai que les gens ils en revenaient pas et donc voilà, il y avait toute une génération de jeunes qui admiraient Tiger Woods qui se sont dit nous on va Tiger Woods, tout le monde va à la quoi. salle maintenant, ouais. Donc ils le disent tous. Moi j'ai écouté Gary Woodland l'autre jour qui vient de gagner, qui disait la même chose. Tous les joueurs français le disent. Vous voyez tout le monde aller à la salle, donc vous n'avez plus le choix. Vous voyez bien que si vous restez à ne rien faire et juste taper des balles et juste vous éventuellement préparer, vous n'arriverez pas à suivre le. Alors est-ce que justement dans le top 50 mondial, ce sont les meilleurs joueurs, est-ce que ce sont également les meilleurs athlètes du coup dans le top 50? Alors le top 50, j'ai pas fait mes petites recherches, moi j'ai fait mes petites recherches sur l'élite de l'élite, le top 20, et j'ai regardé un petit peu, en particulier sur des notions de puissance brute et de distance, par rapport à une donnée qui est la moyenne de la distance moyenne au drive sur une année, sur une saison. Je me suis fait un petit délire à regarder. Est-ce que concrètement l'élite doit taper fort, doit être ultra explosive et donc ouais, être physiquement au point quoi. Être physiquement au point et dans ce top 20 mondial, il y a un seul bonhomme qui tape en dessous de 265 mètres de moyenne, c'est Matt Kuchar. Un seul bonhomme, c'est tout. Et il y a un seul bonhomme dans le top 10 mondial qui tape en dessous de 300 yards de moyenne sur une année. Et c'est qui? Jordan Spieth. Donc il y a deux exceptions, quoi. Mais ça prouve que on n'est pas obligé, mais ça fait partie d'une certaine forme de norme, quoi. Et quand on regarde après Martin, c'est pas tout à fait la même chose, la préparation physique et la puissance. Ça c'est pas forcément. En revanche, c'est sûr. C'est Rémi Bedu qui disait ça l'autre jour ici même. C'est sûr que de nos jours, le plus important, c'est de taper fort, en golf. Oui, mais si on n'est pas bien préparé physiquement, on va peut-être taper moins fort. Moi, deux choses. Ça aussi, pas forcément. Ouais. Je suis pas sûr que si on est moins préparé. Après, en se préparant physiquement, on pourra taper plus fort. Mais Kiradek, Arfin Barnrat ou Ted Potter, ils peuvent taper fort. C'est pas forcément la préparation physique qui fait. Pour moi, ça permet plus d'être au top plus longtemps et d'être bien dans son corps. Mais taper plus fort, je suis pas convaincu. Ouais, non, la préparation physique, pour moi, c'est prévention de blessures et évidemment la qualité de l'entraînement physique joue beaucoup sur la longueur. Moi, je me suis entraîné physiquement avec Jordan Spieth. On a fait les mêmes entraînements. C'est pas un entraînement qui va permettre de gagner en puissance, ce qu'on faisait. Et donc voilà, je trouve que lui, il travaille pas assez en explosivité, donc ça ne m'étonne pas que ce soit le seul dans le top 10 qui soit en dessous de 300 yards. Alors justement, Johanna, vous l'avez dit, un passage obligé pour tenir la route toute l'année. On avait justement rencontré l'année dernière Michael Lorenzo Vera à Font-Romeu, qui se préparait physiquement. On l'écoute, Mike. J'aimerais jamais, clairement, mais encore une fois, il faut le faire et je vois le positif. Tu vois, je tape plus fort qu'avant, j'ai plus mal au dos. Moi, je rêvais d'être une rockstar, la rockstar du golf. Pas trop de boulot hors golf, parce que quand même, golfiquement, ça j'insiste, j'ai travaillé des heures et plus que beaucoup. Mais je laissais le reste complètement en jachère. Puis c'était mon petit défi, quoi. Être une star, je comprenais pas le mec, non, mais il travaillait pas comme les autres. Bon, quand tu prends la porte dans la tronche, tu comprends aussi que c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, Johanna, vous confirmez la préparation physique, c'est très important pour prévenir justement des blessures, pour tenir la route sur toute une saison. C'est obligé, surtout si vous êtes quelqu'un qui a naturellement beaucoup d'explosivité, beaucoup de fibres rapides, comme Rory l'avait dès le plus jeune âge. Il avait énormément de vitesse pour un petit gabarit, il était assez fat et du coup il se blessait tout le temps au dos et
c'est là où il a compris l'importance de se muscler, de se gainer à fond, et de se Sans trop en muscler faire, le parce dos. qu'on a vu Tiger Woods, Ouais, lui, on avait trop fait. Même Rory, Johanna, moi je trouve que. Ah, mais il est encore moins une fois, blessé qu'avant. bah, il est moins blessé qu'avant. Je suis pas convaincu qu'il soit moins blessé qu'avant. J'ai joué avec Adriano Taigui, le programme de l'Open de France l'année dernière. Espagnol. Voilà, l'espagnol. Il m'a dit que la principale volet de sa préparation physique, c'était de ne pas se blesser. Et je trouve que là-dessus, les meilleurs joueurs du monde, McIlroy, encore une fois, Day ou Woods, ils sont pas hyper performants, quoi. Enfin, McIlroy, après, il a fait une partie de foot, c'est peut-être pas de Oui, chance, ça, c'était ça. mais il est quand même pas mal arrêté depuis un paquet de temps. Martin. Ouais, et moi je prends le truc dans le spectre de l'autre côté. Imagine s'ils se préparaient pas, ces mecs-là. Ouais, moi Imagine c'est ça. si ces joueurs-là, avec la force explosive qu'ils ont, Ouais. avec le fait qu'ils utilisent le sol, et donc la force du sol qu'ils utilisent, elle revient dans leur corps. Imagine que ces joueurs-là se préparaient pas physiquement. Non, mais il faut Ouais, qu'ils je se pense que ce préparent. sera Mais pire, je je suis suis pas d'accord. sûr qu'ils se préparent très très bien. Et encore une fois, Ouais, quand attends, je vois, t'as quand même, ils sont quand même assez souvent sur le flanc. Oui, mais est-ce que. Et combien de temps va durer leur carrière? Ça, on le sait. Ah ouais, on le sait. Ça, on le sait pas non plus. quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit effet de mode ils ont tous commencé à se préparer, donc tout le monde se prépare et, Ah bah, bien pour, sûr, pour- et en pour plus, rattraper le wagon bah, et pour justement être, mais c'est comme être Woods. dans Enfin, le top après, 50, quoi. Johanna, elle le sait. La salle, c'est addictif, quoi. Quand on commence à faire ça, on en fait, on en veut toujours plus. Et à un moment, on fait plus ça vraiment pour être en forme ou pour taper plus fort. On fait ça parce qu'on en a, besoin. quoi. C'est addictif, mais Michael là, le disait, lui il aime pas du tout aller à la salle. Johanna, vous aimez Michael, vous il est encore loin de McIlroy. C'est sûr. Mhm. Vous aimez vous aller à la salle? Oui, moi je vais pas mentir, il y a des jours où j'y vais un peu à reculons, mais c'est vrai que la plupart du temps j'adore parce que j'adore le côté adrénaline et c'est vrai qu'on se sent tellement mieux dans son corps à force. Alors Et c'est justement quel type de préparation? Est-ce que c'est on soulève de la fonte? C'est quoi? Il faut pour varier, le il golf faut varier un peu, il faut faire des exercices un peu de coordination, voilà, apprendre à ses muscles à bien travailler ensemble. Faut faire des exercices de muscu en travaillant vraiment la puissance pour devenir plus explosif. Faut travailler l'endurance, faut travailler un peu en fractionné toujours dans le souci de gagner en vitesse. Et puis travailler aussi la souplesse. Alors ce qui est marrant, c'est que maintenant on voit beaucoup de joueurs français qui ont des coachs qui font pas ça au hasard, qui ont des coachs dont la team du Colombier qui s'est pris les services de David Baudrier, justement l'ancien champion de MMA ou toujours Ouais. actuel. Ouais. Martin, vous dites-nous un peu plus là-dessus. Ouais, mais c'est ça qui était intéressant, c'est de voir ce genre de profil de préparateur physique un peu atypique et un peu dans le modèle de quelque chose de très explosif, parce que le premier joueur qui s'est entraîné avec David Baudrier, puisqu'on le nomme, c'est Romain Langasque à l'époque, et je me souviens qu'il me racontait avoir envie vraiment de quelque chose d'assez explosif, d'assez physique, d'assez d'aller chercher quelque chose de pas bourrin, parce que c'est pas fait n'importe comment et c'est pas fait pour les blesser, ces joueurs-là, mais c'est au contraire fait pour leur donner plus d'explosivité, plus de vitesse. Alors bien sûr, ils adaptent leur programme au golf. Complètement. Ouais. Malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller tester moi-même le truc, même c'est presque un petit défi que je me suis donné et que j'en rigolais un peu avec David Baudry et tous ces joueurs-là. C'est un peu concrètement comment ces gars-là s'entraînent, et ça m'intéresse vachement. Après, il y a eu quand même un effet boule de neige, parce que Romain Langasque a aussi entraîné les Mathieu Pavon. C'est pas un hasard. Ouais, David Baudry. De toute façon, sur le tour, ils ont toujours eu un peu le même préparateur physique. Il y a toujours des petits effets de mode. Voilà. Mais après, c'est pas un hasard non plus. C'est pas un hasard non plus de voir un Mathieu Pavon qui est un gros bosseur à la salle et qui fait vachement gaffe à son physique, s'entraîner avec ce genre de profil-là, un peu atypique, un peu arts martiaux, un peu prépa physique générale et pas totalement spécialisé dans le golf, quoi. Moi, c'est ça qui vous, Johanna, ça vous intéresse ce genre de préparation qui sont complètement hors golf, complètement. Moi, tous les profs spécialisés golf, tout ce qui est golf spécifique, pour moi c'est du marketing, c'est une ânerie pas possible. Parce que le plus important au golf, c'est donc d'être explosif, et donc des mecs qui connaissent vachement bien en MMA et en boxe. Ça fait souvent des très bons entraîneurs, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre la boxe et le golf. Il faut de l'explosivité, et il faut travailler fessiers, les jambes, gainage. Après, on va faire beaucoup moins de haut du corps. Voilà. Et après, moi, je vais faire toujours mon bémol habituel. Notre ami Rory McIlroy, qui se prépare comme jamais, qui est un athlète comme jamais, il a encore pris 5 putts cette semaine. Moi, je suis désolé, mais il faut faire attention à ne pas devenir qu'un athlète. Il faut se souvenir qu'il faut taper fort à ce jeu. Effectivement, Martin le disait tout à l'heure,
Dans les 20 premiers mondiaux, ils tapent tous fort. Et il faut savoir aussi peter. Et si on en fait trop à la salle, et si on prend trop, c'est ce qui était aussi arrivé à Johnny Miller quand il a coupé du bois pendant tout un hiver. Tiger Woods qui avait fait son entraînement de Marines aussi. Voilà, mais là, il s'est cassé. À la limite, on ne sait pas tellement s'il a perdu son petit jeu là-dessus. Mais moi, je trouve que Rory McIlroy, son putting m'inquiète depuis longtemps. C'est ma marotte. Mais bon, en tout cas, il a encore prouvé. Enfin, 4 putts à 1m50, on le voit pas souvent sur le PGA Tour. C'est parce qu'il avait trop soulevé de fente qu'il a fait 4 putts. Moi, je vois pas trop le. Moi, je m'inquiète. Alors, messieurs, là, on parle des pros, mais pour les amateurs, comment ça se passe? C'est vrai quand on va sur les parcours de golf, on voit pas vraiment de joueurs amateurs, on va dire très fit. C'est un tort selon vous que les amateurs, les joueurs en lambda qui jouent le dimanche, tu veux dire les joueurs du dimanche. Les joueurs du dimanche, exactement. Le joueur du dimanche, il a juste envie de se faire plaisir. Je veux dire, quand on va sur les cours de tennis le dimanche, on voit pas des mecs qui sont gaulés comme Rafael Nadal, quoi. Et heureusement, parce que sinon, est-ce que c'est pas un tort justement? Ça donne une mauvaise image du non, mais la mauvaise image, on s'en moque. Après, ce qu'il faut, c'est alors là encore plus pour le joueur du dimanche, c'est pas se blesser, c'est tout. Après effectivement, plus on en fera, plus on tapera loin et plus on pourra jouer, et mieux on jouera certainement, mais c'est pas très important. Et quand tu joues à un tout petit peu plus haut niveau, que ce soit Grand Prix ou Caucase, tu vois que tu commences à avoir des gars et des nanas évidemment qui se préparent physiquement. Bon, après c'est une toute autre préparation physique que celle que font ces joueurs professionnels là, mais elle existe. Encore une fois, d'une pour ne pas se blesser, je suis complètement d'accord, et deux pour entretenir la machine et être un peu plus performant aussi. Ça fait partie de la mode. Alors Johanna, est-ce que vous avez un petit conseil à donner aux amateurs pour se muscler un peu, pour être mieux physiquement sur le parcours et scorer mieux du coup? Bon, j'imagine qu'ils ont moins de temps que moi forcément, donc moi je dirais d'essayer de faire du fractionné sur vélo, de prendre juste une demi-heure tous les 2 jours, un truc comme ça pour faire... Une demi-heure tous les 2 jours, comment vous y allez, Johanna? Ça fait beaucoup. Non, mais si vous attendez, une demi-heure tous les 2 jours, c'est faisable. Vous faites 6 fois 30 secondes on, 30 secondes off sur un rameur et la même chose sur un vélo, et ensuite vous faites 3 minutes de gainage. Ça prend une demi-heure tous les 2 jours et franchement vous verrez la différence, quoi. On va poursuivre maintenant notre débat sur le golf en France. Est-ce que le golf souffre toujours c'est vrai que ça souffre toujours un peu d'une image élitiste, d'un sport trop cher, et quand on voit le prix du matériel, c'est vrai que ça laisse parfois réfléchir. Pour débuter en tout cas, Inesis casse les prix. Par exemple, pour 300 €, vous avez un kit de 7 clubs, un driver, un hybride, 4 fers, un putter. Jean-Lin Puren, directeur de la marque, nous explique comment ils arrivent à casser les prix. Chez Decathlon, on conçoit et on distribue nos propres produits. On remonte très haut dans la chaîne de valeur et on casse toutes les marges intermédiaires. Pas de marge d'importateur, pas de marge de redistributeurs nationaux. On fait tout en circuit fermé. Autre fait marquant, on sponsorise pas de joueurs professionnels. Donc forcément, quand je porte une casquette d'un joueur très connu, ça vaut des millions de dollars. Ces millions de dollars, nous, on ne le fait pas porter aux clients. Ces euros-là, on les met en termes d'ingénierie dans nos designers pour faire des produits très pertinents. Et enfin, la politique de prix de Decathlon, vous la connaissez, rendre le sport accessible au plus grand nombre. Donc on est obsédé par réduire nos marges de vente en magasin pour permettre justement une accessibilité au sport. Ouais, des clubs, 7 clubs à 300 €, Inesis pour débuter, c'est top, non? Ouais, c'est top. Ça fait des années que ça dure chez Inesis. Non, c'est parfait. De toute façon, le problème du prix du matériel, Inesis a bien tout changé. Avant, on était obligé de commencer avec des clubs d'occasion. Maintenant, on peut commencer avec du matériel neuf. Et encore une fois, quand on débute, vous le savez bien, Jean-Philippe, le plus dur, c'est pas le matériel, c'est vraiment le swing, c'est nous qui devons le maîtriser. Donc voilà, même du matériel d'entrée de gamme comme ça, et c'est parfait pour commencer. Benjamin, vous êtes le spécialiste matériel du journal du golf, c'est pas drôle d'ailleurs, mais vous avez toujours vanté la qualité de ces produits Inesis. Ouais, c'est les premiers, moi, pour raconter mon histoire, en 95, c'est les premiers clubs que j'ai achetés. Le petit sac, le petit bois 3, un petit putter Decathlon, à l'époque ça s'appelait pas encore Inesis, donc c'est pas nouveau, hein, Inesis qui propose du matériel de qualité à vraiment pas cher, et pour les 2 premières années de golf c'est vraiment très très bien, vous pouvez y aller. C'est vrai que les rayons Decathlon commencent à se réduire un peu niveau golf. Il y a 2 ans, j'avais entendu parler du fait que Decathlon, Inesis voulait envahir le monde niveau golf, et notamment les États-Unis. Ça s'est pas fait. Donc visiblement, Jean-Philippe, selon
votre rencontre au Golf Park d'Inesis, au moins Inesis reste très présent en France. Ah oui, ça ils ne veulent pas arrêter la production de clubs, c'est pas du tout le sujet. Voilà, ils sont très présents, ils ont même beaucoup de projets pour l'avenir. Voilà, la qualité des têtes et des manches est très très correcte. Ça casse pas au bout de 3-4 clubs comme certaines marques qu'on pouvait trouver en supermarché il y a quelques années, des toutes petites marques sous-traitées en Chine. Ça tenait vraiment pas le coup. Et Inesis, 9 fois sur 10, pour pas dire plus, ça tient le coup. C'est très bien, donc vraiment allez-y pour démarrer. Mais ils sont un peu seuls d'ailleurs, Inesis, à faire des clubs comme ça pour débutants, Arnaud. Non, il y en avait quelques-uns qui s'y étaient mis pour essayer de les suivre, parce que ça, comme le dit Benjamin, ça fait des années que ça dure, et c'est pour combattre justement à chaque fois ces idées, ces a priori. Moi, à chaque fois qu'on me disait ouais, moi, je me mets pas au golf parce que c'est trop cher, je dis allez chez Decathlon, et il y avait à l'époque, il y avait pour 149 € le premier prix, il y avait il y avait pas autant de clubs, je crois qu'il n'y avait pas de driver, il y a juste un bois 3, il devait y avoir faire 7, faire 9, sans wedge putter, enfin vous aviez 5-6 clubs pour 149 € un sac. Prix d'une raquette moyenne de tennis. Voilà, il y avait même un 99 € je crois à un moment, donc voilà, c'est parfait pour avoir mis les gens en golf. C'est sûr qu'en tout cas, grâce à Inesis, le prix du matériel n'est plus une raison. Après, c'est sûr qu'il y a des raquettes de tennis à 19 €, donc ça reste encore plus cher qu'une raquette de tennis, mais c'est déjà très bien. Benjamin, pour terminer. Ouais, il y avait également des marques comme il y a des marques comme McGregor qui sont également pas mal, et surtout très très bien Wilson Golf, pour aller vraiment du débutant jusqu'au quasiment joueur du tour. Vous trouvez c'est un tout petit peu plus cher. Là, le driver tape les 300 €, mais c'est vraiment au niveau rapport qualité-prix, c'est très très bien. Cleveland est également pas mal non plus. Ils ont relancé un driver l'an dernier autour de 300 €. Donc McGregor, Wilson et la dernière marque que j'ai citée, Cleveland, très très bien en rapport qualité-prix et pas trop cher pour aller jusqu'à un index à un chiffre. Le matériel de golf est-il trop cher? On a entendu donc le directeur de la marque Inesis. On reçoit tout de suite le directeur de la division golf de chez Puma Cobra Golf, division Europe du Sud, Nicolas Girard. Salut Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, vous vendez votre nouveau driver, le King F8, à 429 €. Alors est-ce que déjà vous voulez répondre au directeur d'Inesis? Oui, alors écoutez, nous on a un positionnement très clair sur nos gammes de produits. On a différentes familles. Alors la famille F8 est effectivement notre famille haut de gamme, et c'est notre driver plus haut de gamme qui sort cette année à 429 €. Il est équipé de beaucoup de technologies, ce qui justifie son prix. Si je le compare à notre entrée de gamme chez Cobra, le driver est à 299 €. Donc il y a un gros écart qui s'explique par les composants qui sont à l'intérieur du produit. Et pour répondre à ce que disait le précédent interlocuteur, en ce qui nous concerne, on ne dépense pas non plus des millions sur beaucoup de joueurs sur le tour. On sélectionne des ambassadeurs qui nous représentent, qui représentent nos valeurs, qui représentent le positionnement de la marque, de nos marques Cobra et Puma. Et on est attentif aussi aux dépenses qui sont faites sur le tour, et on ne court pas au nombre de joueurs, et donc c'est quelque chose qui n'a pas un coût exorbitant comme chez c'est quand même assez cher, Nico. Un Ricky Fowler, c'est quand même une icône mondiale, c'est quand même Oui, mais on a aujourd'hui sur le marché mondial du golf 3 ambassadeurs de proue que sont Ricky Fowler, qui est effectivement dans le top 10 mondial, Lexi Thompson, qui est dans le top 5 mondial chez les femmes, et puis Bryson DeChambeau, qui est un joueur très prometteur, et on en a 3. Nos concurrents directs ont plusieurs dizaines de joueurs sous contrat. Est-ce que selon vous, Nicolas, est-ce que le matériel de golf est devenu trop cher au fil des ans, ou est-ce que vous avez vu l'évolution, vous, en tant que Puma Cobra Golf? Alors, je dirais que le matériel de golf est aujourd'hui moins cher que ce qu'il était il y a 20 ans. Ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille dans l'industrie. J'ai bonne mémoire, et je me souviens avoir vendu des drivers à plus de 750 €, et des drivers qui étaient à l'époque les best-sellers sur le marché, donc les drivers les plus vendus en quantité. Donc je pense que rétrospectivement, les tarifs ont été très contenus, voire ont baissé. Et là, je suis affirmatif sur les drivers, sur les boîtes parcours, sur les hybrides. Bon, c'est une nouvelle famille, les hybrides, donc ça n'existait pas il y a encore quelques dizaines d'années. Et puis sur les fers, pareil, les prix sont contenus. C'est vrai qu'il y a une tendance ces dernières années à une hausse, mais qui fait suite à une baisse forte depuis de nombreuses années. Benjamin, vous êtes d'accord avec ce que dit Nicolas? Oui, globalement, oui. Après, il y a d'autres raisons qui...
un peu, on va dire pas officiels, mais il y a aussi de moins en moins de golfeurs sur la planète, donc de moins en moins de clients potentiels. Et je pense effectivement que ça arrange bien les marques d'avoir des tarifs plus élevés, des ventes effectivement plus basses puisqu'il y a moins de golfeurs, mais bon, compensé avec des prix de vente un petit peu plus hauts. Je pense que ça peut expliquer ça aussi. Il y a aussi le fait que l'usinage a changé. Par exemple, notamment le Cobra F8, on a une face usinée, ça représente un coût comme l'a dit Nicolas. Par exemple, les putter ping, maintenant on n'en trouve quasiment plus à 120 € comme c'était le cas par le passé. Maintenant, c'est 300 €, presque 400 € parce qu'on passe plus de 2 heures à usiner une tête de putter, par exemple, chez Ping. Voilà. Et puis, effectivement, le marketing coûte aussi beaucoup d'argent. Payer un pro, ça coûte très cher, mais c'est indispensable. Hein. C'est McCormack qui avait lancé ça dans les années 60 avec Palmer. On ne sait pas exactement ce que ça rapporte. On sait ce que ça coûte et on ne sait pas vraiment ce que ça rapporte, mais on sait que c'est indispensable de payer autant les joueurs parce que ça fascine les gens à la télé. Et derrière, on veut acheter le même driver que Ricky Fowler, que Dustin Johnson. C'est la même chose dans tous les sports. De toute façon, même en tennis, chaque marque a son ambassadeur. C'est indispensable. Les jeunes, voilà, ils s'identifient aux champions qu'ils voient à la télé. Donc c'est indispensable d'avoir des figures de pro. Voilà. Et pour terminer, effectivement, les produits coûtent plus cher. Hein. On a le carbone composite qui est apparu dans les drivers il y a 3 ans. Ça coûte très très cher à assembler avec du titane. Le coût des matières premières est en augmentation. Le titane notamment qui est de plus en plus rare. Et donc effectivement, j'insiste sur l'apparition du carbone composite chez la plupart des grands fabricants. Ça coûte très très cher à trouver, à fabriquer et à assembler les composants. Allez, merci Après, beaucoup. Ouais, Nicolas, pour terminer. Voilà, pour conclure, je partage ce que vient de nous dire Benjamin, mais c'est vrai qu'il faut aussi noter que les fabricants sont dans l'obligation de coller avec la demande. Et aujourd'hui, les golfeurs sont prêts à dépenser plus d'argent lorsqu'ils voient un vrai gain de distance, de tolérance, ou de plaisir tout simplement à jouer les produits. C'est ce qu'on essaye de mettre comme ingrédient dans nos produits. Et encore une fois, même si certains coûts ont augmenté, d'autres ont baissé, l'optimisation des productions font qu'on arrive aussi à contenir des prix, voire à les diminuer. Encore une fois, quand je compare avec certains drivers d'il y a une quinzaine d'années, qui n'étaient qu'en titane, ils coûtaient 2 fois plus cher que d'un driver en titane aujourd'hui. Donc il faut aussi rappeler que le golf reste un sport où on peut s'équiper à moindre coût et on peut aussi se faire plaisir. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup Nicolas. On se retrouve très vite. Allez, salut Nicolas. Salut. À bientôt. Alors Benjamin, rapidement, un mot pour terminer sur ce sujet. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, effectivement, il y a une demande qu'on va appeler les CSP+, ou CSP++. Il y en a de plus en plus sur la planète et en tout cas, c'est vraiment ce qui peuple majoritairement la planète golf. Et il y a des marques qui ont très bien compris comme PXG ou même Zexio qui proposent des clubs à 700 € pièce. Onma évidemment, Onma. Mais également Titleist qui s'y est mis en proposant des séries premium, tout comme Callaway avec l'effet épique. Ça monte très très haut, c'est à plus de 700 € l'unité, voire 2000 € le driver chez PXG et ça marche. Alors, autre innovation, mais cette fois du côté des structures, messieurs, c'est Blue Green qui se lance d'ailleurs dans la démocratisation du golf, avec cette année une évolution de leur structure golf miniature. Il y a des aires d'entraînement, des parties de golf à la carte, des after-work, des practices ludiques. Arnaud, vous avez assisté à cette présentation. Ça danse comment ce concept Blue Green? Le nouveau patron de chez Blue Green a tout compris. C'est sûr qu'il faut encore une fois, c'est toujours le même problème. Oui, ça passe par là pour. Il faut ouvrir le golf. Ouais. Il faut ouvrir le golf. Il faut permettre aux gens d'aller découvrir et pas forcément d'aller jouer un parcours tout de suite. Voilà, il faut se rapprocher des gens. Il faut leur permettre de taper des balles. Et c'est parce que c'est toujours la même chose quand vous permettez à quelqu'un d'avoir accès au golf, de taper une balle de golf, le moment où cette première balle décolle et part plus loin, que vous n'avez jamais rien lancé, un javelot ou le disque ou n'importe quoi à l'école ou une balle de tennis, tout de suite, voilà, c'est magique. Donc si on arrive à faire essayer le golf aux gens, c'est pas gagné, mais c'est pas loin le pari est pas loin d'être réussi. Alors justement, en termes de structure, on sait qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Top Golf. D'ailleurs, Benjamin Cadieux, vous y avez été avec Sébastien Gros, c'était il y a 1 an, et justement, Sébastien Gros, il nous parle de ce Top Golf. C'est totalement génial, c'est fou en fait. C'est tout ce que les gens en France pourraient, hallucineraient si tu veux en voyant ça.
Tu bois des bières, tu manges, buffet avec musique, tout le monde tape vers des cibles. Ça fonctionne un petit peu comme le bowling au niveau du scoring. Donc c'est totalement atypique et moi je trouve ça délirant, je trouve ça génial. Ça peut être l'avenir du golf aux États-Unis, en Asie, c'est sûr. Alors messieurs, justement, est-ce que un top golf en France, ça peut marcher? Est-ce que ça peut fonctionner? C'est compliqué quand même, on n'a pas autant de golfeurs qu'aux États-Unis, donc voilà, on peut essayer, mais c'est compliqué. Il faut peut-être savoir que le nombre de golfeurs augmente. Bon, Arnaud, les simulateurs, on l'a vu, ça ne marche pas. Déjà, si les simulateurs ne marchent pas, ne fonctionnent pas en France, peut-être qu'il y a des commerçants qui l'utilisent et qui peuvent nous appeler pour nous transmettre leur témoignage, mais j'ai jamais entendu parler de simulateurs qui fonctionnent en France. Alors à partir de là, faire fonctionner un practice de 4 étages, une sorte de bowling de golf de 4 étages, ça va quand même être très compliqué. Pourquoi pas réfléchir à la même chose, mais sur un seul étage et une vingtaine de postes, hein, pourquoi pas, mais personnellement, c'est pas là que je mettrais mes... Alors Johanna, vous, Top Golf, vous avez essayé déjà, vous aimez? Non, j'ai jamais essayé. On m'a proposé plusieurs fois, mais c'est vrai que quand je finis mon entraînement, ma partie, ça me gonfle un peu d'aller faire du golf. Donc, du coup, ouais, non, j'ai jamais essayé. Et je trouve le concept super sympa, mais c'est vrai que j'ai aussi des doutes quant à son efficacité en France. Benjamin, vous avez essayé, vous? C'est vraiment top, le Top Golf. C'est comme du bowling, c'est ça? C'est comme le bowling, vous avez des cibles à viser. Ouais, un petit peu plus compliqué que le bowling. Quand même. Alors après, évidemment, la pratique du golf est plus compliquée que faire rouler une boule sur du parquet, mais vous visez des cibles et plus vous atteignez des cibles loin, plus vous marquez des points. Vous comparez vos scores avec vos copains et vous êtes assis sur des banquettes, vous regardez vos copains jouer. On vous ramène des boissons, ouais. à manger, là, des chicken wings, des trucs comme ça, de la bière et rapidement la musique monte, l'ambiance monte avec et c'est vraiment très très sympa à faire et c'est du ludique. Mais ça marche bien aux États-Unis parce que une fois encore, aux États-Unis, tout le monde a touché. C'est une question de culture après aussi. C'est une question et puis de nombre de pratiquants aussi. Voilà. Il y a 28 millions environ de pratiquants aux États-Unis. C'est 28 millions de. C'est facile d'en trouver quelques milliers pour faire marcher une boutique comme ça. Donc c'est très ludique, c'est très sympa, mais faut savoir lever une balle de golf pour en profiter. Johanna, dernier mot là-dessus? Je suis entièrement d'accord avec Ben sur tout ce qu'il a dit. On est tous d'accord avec Ben. Le problème, c'est que oui, mais on n'a pas assez de licenciés, on n'a pas assez de gens en France qui jouent bien. Et c'est vrai que si vous n'arrivez pas à lever la balle, ça n'a aucun intérêt. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.